L'automne 2021 apporta à Evelyn la sensation douce amère de l'indépendance. Pour la première fois à 27 ans, elle vivait seule, dans une maison mitoyenne louée dans le sud de l'Illinois. Sa vie semblait organisée. Un emploi stable, une routine équilibrée, des factures payées, mais il y avait un vide qui résonnait entre les murs. Après une rupture amère, elle avait cru que le silence lui apporterait la paix. Au lieu de cela, il lui apporta l'inquiétude. La rue où elle vivait était une impasse discrète, près d'une route de campagne. Des maisons identiques s'alignaient côte à côte comme des clones sans âme, toutes dans des tons de beige et entourées de haies méticuleusement taillées. Le quartier était calme, presque excessivement calme. Des carillons éoliens tintaient sur les porches, des boîtes aux lettres portaient des noms peints à la main et des voisins plus âgés menaient des vies discrètes. Evelyn se sentait à l'aise dans l'impersonnalité de ce voisinage, jusqu'à ce qu'elle le remarque. 3 maisons plus loin, vivait un homme grand, aux épaules larges, avec une barbe de quelques jours. Il apparaissait toujours la nuit. Parfois il fumait, parfois il tournait simplement en rond, mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était quand il restait immobile, appuyé sur la rampe, le regard fixé sur la rue. Il ne faisait jamais de signe, ne souriait jamais. Il n'était qu'une présence et un silence, comme une statue qui, au lieu d'être un ornement, dégageait une menace. Evelyn essaya d'ignorer. Elle en parla à sa mère, à quelques amis. Tous répétaient la même explication réconfortante. Insomnie, excentricité de voisins. Mais elle savait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Quelque chose de prédateur. À la mi-septembre, son pressentiment se transforma en preuve. Après une longue nuit de travail, Evelyn s'endormit vers minuit. À 2h37, elle se réveilla. Un son métallique frottait contre du bois, lent, traînant comme le gémissement d'un portail rouillé. Elle retint sa respiration. La chambre au rez-de-chaussée donnait sur le jardin par une porte vitrée coulissante. Derrière les stores verticaux, elle entendit un autre bruit. Des pas, ni légers, ni désordonnés. Des pas lourds écrasant le gravier. Chaque pierre craquait sous les pieds humains. Elle rampa jusqu'à son téléphone. Elle n'avait pas d'arme, juste un couteau de cuisine à la lame émoussée. Elle se sentait ridicule, mais la peur annulait toute ironie. De l'autre côté de la vitre, rien ne bougeait. Le détecteur de lumière restait éteint, comme si l'intrus savait comment l'esquiver. Avec des doigts tremblants, elle composa le 911. Elle se cacha dans le noir, immobile, tandis que son cœur résonnait dans ses oreilles. Les sirènes rompirent le silence 10 minutes plus tard. 2 policiers apparurent avec leurs lampes de poche, écoutèrent son récit, fouillèrent le jardin. Ils ne trouvèrent rien. Aucun portail ouvert, aucune trace. Ils lui donnèrent juste un avertissement bureaucratique, suggérant qu'il s'agissait peut-être d'un animal. Evelyn ravala sa frustration. Elle essaya de dormir, mais le sommeil ne revint pas. Le lendemain matin, elle remarqua le détail. Sur le portail du jardin, une pierre plate, soigneusement placée pour empêcher le ressort de le fermer complètement. C'était subtil, mais intentionnel. Une invitation à revenir sans être remarqué. Un raccourci vers les ténèbres. 2 nuits plus tard, la terreur prit forme. À 2h14, la poignée de la porte arrière grinça. D'abord une rotation hésitante, puis une traction plus ferme. Evelyn se redressa dans son lit, ravalant un cri. Par la fente du rideau, une ombre se projetait. Un homme était là, immobile. Il attendait. La panique la figea. Elle prit son téléphone et appela de nouveau la police. En attendant, elle se recroquevilla dans le couloir, serrant son couteau inutile contre sa poitrine. Cette fois, quand les policiers arrivèrent, il y avait des traces, de larges empreintes de pas dans le gravier menant directement à la porte. Mais, malgré tout, aucune effraction prouvée. Aucun crime. Ils lui conseillèrent simplement de bien verrouiller ses portes, comme si elle ne le faisait pas déjà. Le jour suivant, Evelyn installa des caméras. De petites sentinelles numériques pour surveiller ce que la loi refusait de voir. Cette nuit-là, elle resta éveillée, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. À 2h23, le flux s'activa. Un homme franchissait le portail. Grand, les épaules larges, un sweat à capuche noire relevé. Il se déplaçait comme quelqu'un qui connaissait chaque ombre du jardin. Il s'approcha de la porte vitrée, regarda droit vers la caméra et sourit. Un sourire lent, étiré, bestial. Puis il recula et disparut, se dissolvant dans la nuit.
La vidéo ne convainquit pas la police. Ils dirent qu'il n'y avait ni arme, ni effraction, ni crime. Juste un autre rapport froid sur du papier. Evelyn, sans issue, fit ses valises. Elle passa la nuit dans un hôtel. Quand elle revint, elle trouva les marques. 4 mains boueuses imprimées sur la vitre de la porte. 2 hautes, 2 basses, comme si quelqu'un s'était agenouillé pour observer patiemment, comme un enfant regardant par une fenêtre. La semaine suivante, elle déménagea. Elle perdit la caution, mais retrouva son souffle. Elle croyait qu'en partant, elle enterrerait le cauchemar. Elle se trompait. Le jour du déménagement, un mot l'attendait dans sa boîte aux lettres. Du papier de cahier, des lettres petites et serrées, un message court. Les policiers s'en vont, mais pas moi. Un mois plus tard, Evelyn reçut un message sur Facebook. C'était de Kayla, la nouvelle locataire. « Salut, désolé de te déranger. Je crois que tu habitais ici avant. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un en sweat noire qui a rôdé dans le jardin? La nuit, j'entendais pas. Et hier, quelqu'un a frappé à la vitre de la porte à 2 heures du matin. Il est resté là, immobile. » Evelyn ne répondit jamais. Je travaille pour une entreprise de préservation de biens immobiliers. Andrew, nous nous occupons de maisons en cours de saisie. Nous les verrouillons, les nettoyons, les préparons pour l'hiver et parfois même, nous posons des planches lorsqu'il y a eu du vandalisme. Ce n'est pas un travail glamour, mais ça paie bien. La plupart du temps, c'est calme. On passe beaucoup de temps seul dans des maisons qui appartenaient autrefois à d'autres personnes. Parfois c'est triste, parfois c'est ennuyeux. En 2020, il a été chargé de nettoyer une propriété dans le nord rural de l'État de New York. Le hameau semblait moribond. Une station-service solitaire, des commerces fermés, des rues défoncées et envahies par les mauvaises herbes. La maison, petite et de plein pied, se trouvait au bout d'un chemin de terre. Entourée de buissons et d'arbres, elle n'avait aucun voisin en vue. Juste le silence, juste le son étouffé de sa propre respiration. Selon les dossiers, la dernière occupante avait été une femme âgée, décédée des mois auparavant. Sans héritier, l'endroit n'était devenu qu'un bien immobilier de plus dans l'inventaire de l'entreprise. Quand il arriva un lundi matin, vers 9 heures, il trouva la façade couverte de lierre, le porche avalé par les herbes. Les fenêtres étaient fermées, le toit intact, mais la porte d'entrée avait gonflé dans son cadre, l'obligeant à pousser avec force pour entrer. L'intérieur était un portrait figé dans le temps, des meubles délavés, des napperons en dentelle, des figurines en porcelaine alignées comme des témoins silencieux. L'air était lourd, saturé de poussière et d'une odeur métallique qui se mêlait à celle du moisi. C'est alors que son téléphone portable vibra. Il savait qu'il n'y avait pas de réseau ici. Il avait déjà vérifié. Pourtant, l'écran clignota. Appel inconnu. Il répondit, n'entendant qu'un grésillement, comme si la ligne respirait. Il raccrocha, convaincu qu'il s'agissait d'une erreur technique. Il se remit au travail, photographiant les pièces. Dans le couloir, il remarqua 3 chambres. La première, vide, ne contenait qu'un matelas déformé au sol. La seconde révélait une salle de couture, des pelotes de fil éparpillées et une machine recouverte de poussière. Au mur, un tableau en liège constellé de notices nécrologiques, des dizaines d'entre elles, découpées et épinglées avec un soin morbide. Dans la chambre principale, sur la table de chevet, reposait un téléphone à cadran, jauni par le temps. La ligne était morte, coupée depuis plus d'1 an, mais l'appareil restait là, comme s'il attendait. Il fixa l'objet pendant de longues secondes, intrigué, jusqu'à ce que son portable vibre à nouveau. Un autre appel inconnu. Il hésita. Il répondit. Pendant quelques secondes, seulement le silence. Puis, un murmure fragile, presque avalé par les parasites. « Ne réponds pas au téléphone dans la chambre. » La ligne coupa. Son cœur s'emballa. Il balaya la pièce du regard. Fenêtre fermée. Aucun mouvement. Il tenta de se convaincre que c'était une blague, mais le doute le rongeait. Il essaya d'appeler son superviseur. Échec de l'appel. Le réseau apparaissait et disparaissait comme si l'air lui-même refusait de transmettre la vérité. Il décida de finir rapidement. Il ramassait des livres, des bibelots, des objets sans valeur, mais à chaque pas, il se sentait observé. Le couloir semblait plus étroit, comme si quelqu'un l'épiait juste au coin de chaque mur. Puis, le son est venu. Pas le téléphone portable, le téléphone à cadran,
La sonnerie métallique résonna dans la maison, lente, traînante, comme un cœur mécanique battant là où il ne devrait y avoir aucune vie. L'appareil vibrait sur la petite table, chaque sonnerie ricochant contre les murs. Il ne s'approcha pas. Il resta immobile, le sang battant à ses tempes. Les sonneries cessèrent brusquement. Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant. Il pensa à partir. Mais l'obligation le poussa jusqu'à la cuisine où l'attendait la porte étroite de la cave. Il descendit les escaliers grinçants, une lampe de poche à la main. L'odeur de moisi et de rouille lui brûlait le nez. Dans un coin, sur une table, il y avait un autre téléphone, plus moderne, sans fil, gris, couvert de poussière. À côté, une pile de cahiers jaunis. Il en ouvrit un. Les pages étaient remplies de noms et de dates. Chaque entrée était accompagnée d'une phrase. Lena H., 3 juillet 2019. A sonné une fois, n'a pas répondu. Carl M., 12 septembre 2019. A répondu, a été prévenu. Il y en avait des dizaines. Chaque nom semblait être une vie traversée par cette sonnerie. Il laissa tomber le cahier, certain que quelque chose bougeait dans l'ombre de la cave. Il sentit sa peau se hérisser, comme si des yeux invisibles le fixaient. Il s'enfuit, montant les escaliers à pas pressés, sans se permettre de regarder en arrière. Au bureau, il ne raconta pas la vérité. Il signala simplement que la maison n'était pas sûre, peut-être la cible de squatteurs. La tâche fut confiée à un autre employé. 2 jours plus tard, il reçut un message de Marc, un collègue de l'équipe. Le téléphone de la chambre a sonné pendant que j'étais là. C'était quoi ce bordel? Marc n'est jamais revenu au travail. Il n'est pas mort, il l'a encore vu actif sur Facebook. Mais il a disparu de l'entreprise, sans préavis, sans explication. La police a enquêté, mais n'a rien trouvé. Aucun intrus, aucune ligne téléphonique active. Juste le silence. Ce qui resta, ce furent les souvenirs. Le son métallique d'un téléphone qui n'aurait pas dû sonner, la voix sur la ligne qui l'avertissait, et la sensation que la maison ne voulait pas être abandonnée. Il n'est plus jamais passé par cette route. Elle avait une vingtaine d'années quand elle a loué cette maison de plain-pied en banlieue. Ce n'était pas luxueux. Des planchers qui grinçaient, des murs fins, un petit jardin étouffé par des clôtures basses. Mais le loyer était abordable et il y avait même une cave, étroite et humide, où elle rangeait des meubles et des outils. Durant les premiers mois, chaque descente lui causait un étrange malaise. Pas vraiment de la peur, juste le sentiment que l'endroit ne voulait pas d'elle ici. L'ampoule faible touchait à peine les coins et l'odeur était celle du vieux bois, gardant des décennies de silence. Elle y déposa ses cartons, ferma la porte et décida de ne plus y penser. Tout a changé à la fin du mois d'octobre. Ce soir-là, elle rentrait du travail, déjà tard. Dès qu'elle est entrée, elle aperçut un son venant de sous ses pieds. Elle s'est arrêtée, en silence, à l'écoute. Des pas? Une respiration? Son cœur s'est mis à battre la chamade. Elle n'a pas ouvert la porte de la cave, elle a préféré s'enfermer dans sa chambre, où elle a passé des heures éveillée, allongée sur son lit avec la télévision allumée, écoutant des bruits subtils qui semblaient se déplacer en bas. Quand elle a finalement trouvé le sommeil, l'aube l'a trouvée épuisée. Le lendemain matin, elle a pris son courage à 2 mains pour descendre. Elle a allumé la faible lumière qui chassait à peine les ombres. L'espace semblait le même, des cartons, de la poussière, rien de déplacé. Mais il y avait quelque chose, un son faible, constant, comme une respiration lente, patiente, venant d'un point que l'ampoule n'atteignait pas. La peur lui parcourut l'échine et elle recula, s'enfermant de nouveau dans sa chambre. Elle appela le propriétaire, qui promit de passer. Le lendemain matin, il est arrivé et ensemble, ils sont descendus. La porte était entr'ouverte. Elle savait qu'elle ne l'avait pas ouverte depuis des semaines. Une lampe de poche à la main, elle est restée en haut de l'escalier, éclairant les profondeurs. Elle n'est pas descendue. Peu après, elle a appelé la police. 2 officiers ont fouillé chaque recoin. Elle a attendu dans le jardin, l'estomac noué. Quand ils sont revenus, ils ont dit qu'il n'y avait rien. Aucune fenêtre cassée, aucun signe d'effraction, rien. L'un d'eux a même ri, lui demandant si elle ne regardait pas trop de films d'horreur. Elle n'a pas répondu. Elle savait ce qu'elle avait entendu. Quelques jours plus tard, elle a trouvé le cadenas de la cave par terre, brisé en 2. La porte,
une fois de plus, était entr'ouverte. À partir de là, tout ne se passait que la nuit. Des coups secs, des grincements, des pas qui semblaient monter jusqu'à mi-chemin de l'escalier. Elle n'est jamais descendue, elle ne le pouvait pas. Elle a fait une valise à la hâte et s'est réfugiée chez un ami. Quand elle est revenue, elle a décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Elle a cloué la porte avec des planches. Puis, elle a emballé ses affaires, laissant derrière elle tout ce qui se trouvait dans la cave. Elle n'a pas attendu la fin du bail. Elle est simplement partie. Des années plus tard, dans le silence de son nouvel appartement, le souvenir revenait encore, comme une ombre. Et toujours la même question lui brûlait l'esprit sans réponse. Si elle avait attendu juste un peu plus longtemps, qu'est-ce qui aurait monté ces escaliers ?